Je rêve de lui. Je rêve de lui beaucoup. Je le sens en moi. Je sens qu'il me dit allez, bravo maman, allez, continue. Donc voilà, il y a tous ces soldats qui sont autour de moi qui me disent on est ton fils, on est ton fils. Ici, il y a une bienveillance en Israël qui est nulle part ailleurs. C'est un apaisement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bravo, allez, continue. T'es forte. Donc cette force, je vais la prendre et voilà. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Geneviève Molina. Geneviève, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que la semaine dernière a été pour vous une semaine extrêmement forte en émotion, que ce soit sur le plan personnel et peut-être aussi sur le plan collectif, parce que le plan collectif, on a vu ce qui s'est passé avec la libération des otages, l'arrivée de la visite de Donald Trump, mais sur le plan personnel, c'était il y a quelques jours l'année, le second anniversaire de la mort de votre fils, Valentin Guénassia, Zichrono Livracha, qui est tombé au combat le 7 octobre dans la brigade des parachutistes dans laquelle il était soldat. Et bien entendu, vous avez voulu lui rendre hommage et vous étiez présente donc au cimetière du Mont Herzl où il a été inhumé il y a 2 ans. Alors je voudrais revenir avec vous d'abord sur cette terrible journée du 7 octobre. Valentin, on l'a raconté sur notre antenne entre autres, mais un peu partout, a combattu avec bravoure contre les terroristes, y compris dans le kibbutz de Be'eri, et avec son unité, et il est tombé au combat. Je voudrais que vous nous rappeliez comment vous avez-vous appris cette nouvelle? Moi, le soir du 7 octobre, le 6, je l'ai eu au téléphone. Donc, j'étais coucou maman, à demain. Shabbat Shalom, et on se voit bientôt à Montpellier. J'ai fini mon service. Donc, il avait voulu venir à la Mer Morte pour un entraînement très important. Et il n'était pas du tout obligé, il est allé. Et le 7, ils ont été appelés. Et même son commandant lui a dit, écoute, si tu veux, tu viens pas. Il a dit non, moi, je vais combattre. Je veux sauver des civils. Je veux y être. Donc ça, c'est très douloureux pour moi et en même temps, c'est un honneur. Et le 7 au soir, ma fille m'a appelé le 7 au matin en me disant ça va pas bien en Israël. Je dis ouais, mais t'inquiète pas, il a fini. Donc j'étais un peu dans le déni toute la journée. Et c'est le soir où je l'ai pas eu au téléphone et où j'ai eu Josh, son compagnon d'armes, qui m'a dit on a été blessé, il est plus blessé que moi, je sais pas où il a été blessé à la tête et puis il s'est contredit et puis donc je savais plus ce qu'il en était. Donc je suis arrivée en Israël et 2 militaires sont venus le 10 au matin. Le 10 au matin, et c'est là que vous avez appris qu'il avait été tué lors de ce combat, donc un combat avec beaucoup de bravoure, effectivement, beaucoup de courage dans ce kibbutz contre les terroristes. Alors, à partir de cela, bien entendu, votre vie a été bouleversée, on peut le comprendre, on le comprend. Je voudrais, 2 ans après, que vous nous disiez en quoi votre vie a changé, quelle est votre mission. Comment vous avez la volonté de perpétuer, on va dire, le souvenir de Valentin, Zichrono Livracha? C'est très contradictoire dans ma tête. D'un côté, j'ai un mur, la vie s'arrête. Et d'un autre côté, oui, bien sûr, je veux continuer la mission. Donc, j'aide tous les gens que je peux. Il y a beaucoup de militaires, j'ai beaucoup de contacts avec des militaires qui sont là. Je compte faire du bénévolat pour Israël. Donc, ça avance dans ma tête, c'est pas clair, c'est loin d'être clair, surtout en ce moment avec ces otages qui sont rentrés, mais on laisse 2000 vermines sortir, donc bon, c'est très très compliqué. On est tellement heureux pour eux et en même temps on se dit mince, est-ce que ça va pas recommencer? Est-ce que dans ces 2000 vermines il n'y a pas de nouveau assis noir? Donc bon, c'est très 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 douloureux, mais on sait qu'on a une mission, on sait qu'on se pousse et en plus il m'envoie tellement de signes. Tout le temps. Donc, C'est-à-dire par exemple, je vais dans une bibliothèque, je m'inscris, je prends un livre comme ça au pif en me disant bon, il y a Shabbat à passer, je vais prendre un livre. Je le prends, je regarde derrière, ok. Puis j'ouvre le livre, première page, samedi 28 octobre 2000. C'était sa date de naissance. Par exemple. Les soldats qui sont venus m'ont raconté beaucoup de choses sur lui, justement cette histoire comme quoi il n'était pas obligé d'y aller. Je rêve de lui beaucoup. Et je le sens en moi tout le temps. On est à l'Ascara, je parle en hébreu, je le sens en moi, je sens qu'il me dit allez bravo maman, allez continue. Donc voilà, il y a tous ces soldats qui sont autour de moi qui me disent on est ton fils, tous. Donc je sais pas combien de filles j'ai actuellement.
Ici, il y a une bienveillance en Israël qui est nulle part ailleurs. Donc là, actuellement, je suis en Israël pour l'Ascara de mon fils et c'est un apaisement. On se sent bien. On se sent bien en Israël. Ce peuple est nulle part ailleurs. Il existe un peuple comme celui-ci. Nulle part. Il y a de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bravo. Allez, continue. T'es forte. Et ils vous donnent cette force tous. Donc cette force, je vais la prendre et voilà. Cela ne diminue pas avec le temps? Non. Alors la force est là. Donc pour l'instant, non. Pour l'instant, la douleur est extrême. La douleur, quelquefois, on voit la photo de son fils et on dit mais j'ai pas de photo d'après. Oui. On voit le grandir et il n'y a pas de photo d'après. Juste ce matin, je le regardais, je disais ah ouais, mais comment tu es aujourd'hui? Comment tu serais? Est-ce que tu aurais une femme? Est-ce que tu aurais des petits cheveux blancs qui sortiraient? Tu te moquerais de moi sûrement. Et on se parle beaucoup, on se parle énormément. Mais ouais, c'est compliqué, c'est difficile. Et puis je rencontre des mamans aussi actuellement de Ranana, puisque je suis logée à Ranana, et qui ont perdu leur enfant et qui sont aussi dans l'Ascara. Donc on a cette douleur commune. Et puis voilà, on est unis en fait, on est tous unis. J'ai pas encore rencontré de maman d'otage, vivant ou non. J'arrive pas à dire le mot, ils sont partis. Mais je souhaite au plus profond de moi-même qu'ils puissent tous récupérer quelque chose de leur fils. Moi, je l'ai récupéré entier, quasiment. Il y en a qui vont pas récupérer grand-chose. Et c'est bizarre, mais c'est même une douleur pour elle. Je souffre même pour les autres. On souffre tout le temps, parce qu'on sait ce que c'est. On sait. On sait pas ce que c'est que de retrouver son fils. Ça, c'est difficile, mais on est heureux pour elle. Franchement, moi, j'ai aucun sentiment de jalousie ou de quoi que ce soit. Je suis heureuse pour elle. Tant mieux. Je m'identifie quelquefois. Je me dis peut-être qu'un jour je te retrouverai, mon chéri. On ne sait pas. Est-ce que le fait, par exemple, de vivre à Montpellier, c'était pas peut-être destiné au départ, Valentin était peut-être pas destiné, je crois qu'il avait fait ses études à Montpellier, vous teniez à le garder d'une certaine manière, mais il voulait aller en Israël. Est-ce que finalement le fait d'être à Montpellier, ça a modifié d'une certaine manière, c'est-à-dire c'était quelque chose de difficile à percevoir que votre fils fasse l'armée, qu'il soit dans les unités? Pas du tout. Quand il m'a annoncé après son taglit, je veux partir, j'ai dit bien sûr mon chéri, part. Il y avait déjà de l'antisémitisme, pas autant aujourd'hui, hein. Mais il m'a dit je sais que je serai heureux là-bas. Je n'ai même pas vu, j'ai pas eu une once de peur pour lui. Je savais qu'il allait être heureux. Et pendant ces 2 ans, quasiment 2 ans, il n'y a pas eu une photo, il n'y a pas un moment où il n'avait pas le sourire, même quand c'était dur. Même quand il m'écrivait « Maman, je suis en train de me battre pour rentrer dans des grosses unités, je vais les avoir. » Bon, il a regretté de ne pas être dans doute des vannes, mais bon, parachutiste, déjà, quand il m'annonçait qu'il était parachutiste, j'ai dit « Comment, à 18 ans, tu voulais sauter à l'élastique et tu m'annonces que tu vas être parachutiste ?» C'était la petite blague du jour, mais non, il a tellement été heureux. Je peux pas regretter quoi. Bien sûr qu'on a des regrets de se dire j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui faire ça, mais à quoi ça sert? Je sais, à l'intérieur de moi-même, au plus profond de moi-même, même si je veux pas me le reconnaître, que c'est ce qu'il voulait et je sais qu'il savait. Comment peut-on expliquer que le 12 septembre, quand j'étais en Israël avec lui, on est venu à Yad Vashem, on était à côté d'Herzl et il me dit « Maman, tu veux aller au Kotel? Tu veux aller au Kotel? Je sais que tu... j'arrive plus à parler. Je vais y arriver. Je sais que tu veux aller au Kotel, mais là, à côté, il y a Herzl. À côté Herzl, il y a tous les tzaddiks. Et moi, je vais être enterrée là. Et là, je lui dis, mais à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu me racontes? La guerre, t'as fini ton service? Pourquoi tu me racontes ça? La guerre, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il dit, tu recevras ma plaque. Alors, la plaque, j'ai donnée à son papa. Moi, j'ai la médaille que je lui avais offerte pour ses 18 ans, qui est toujours avec moi. Ça, c'est un signe. Souvent, quand il repartait de Montpellier, il me laissait un courrier. Dans le dernier courrier qu'il m'a laissé, on jouait à cache-cache. Il m'a mis « Ta vie va changer, maman ». Comment il savait? Comment? Alors, le dernier moment, bien sûr, il l'a dit à son copain. S'il m'arrive quelque chose, dis-le à mes parents. Oui. Ça, c'était le dernier moment. Là, on peut entendre une douleur, une souffrance, une peur. Je crois qu'il n'avait même pas peur. On m'a même dit que
il avait le sourire au moment où il est parti. Moi, je l'ai vu le dernier jour, je l'ai vu le 12 quand je l'ai laissé, ou quand il est allé dans la maison où il souhaitait être. Et bizarrement, j'ai reconnu ses points noirs. Et quand je suis sortie du convoi, il m'a tapé sur le front, quoi, comme un rayon de soleil qui me brûlait là, parce qu'il m'embrassait toujours sur le front. Et je lui ai dit, ok chérie, je vais lire ton discours. Mais j'étais pas du tout sûre de le lire. Mais cette brûlure, c'était pas un petit rayon de soleil, ça m'a fait reculer dans le convoi, réellement. Je me suis dit, c'est un signe, je peux pas. Et tout le monde me dit qu'il est bien, ou les grands raves que j'ai pu rencontrer, qui m'ont fait des brachas ici, des brachot, m'ont dit, mais arrête, il est bien ton fils. Il est à côté de Hachem, arrête. Il est bien. Et tu as cette chance de l'avoir en toi, tu as cette chance de continuer, de perdurer ta vie et sa force. Et quand je vais à l'Askara et que je rencontre des nouveaux soldats qui sont dans son unité ou ailleurs, qui font Mirmalon, à qui on raconte l'histoire, et qui me disent, il nous donne de la force, merci. Et là, je le regarde et je lui dis, mon fils, tu continues d'en bas, tu continues d'en haut, tu es où? Est-ce que Geneviève, et ça sera ma dernière question, est-ce que le fait de se sentir appartenir à une sorte de collectivité, de voir toutes ces familles endeuillées de cette guerre, de se retrouver au cimetière du Mont Herzl avec des centaines et des centaines de personnes qui ont perdu des proches, est-ce que ça atténue la douleur ou ça lui donne une autre dimension? Le jour de l'Askara, c'était très douloureux parce que à 9h, il y en avait une, à 10h, il y avait celle de mon fils, ça continuait. Il y avait cette voix du Razan qui chantait. C'est Kadi, sans arrêt. Ça, c'est une douleur insupportable parce qu'on pleure, parce qu'on n'est pas bien. Par contre, on sait qu'on est tous unis, pas automatiquement que les familles qui ont perdu leur enfant. Ça, on a une douleur qui est partagée, qui est intrinsèque, qui est intérieure. On souffre à l'intérieur, mais ça s'arrête à on est unis. Cette unité, ça, elle est partout. Comment, j'ai encore une question, je pourrais vous interroger, vous parler pendant encore longtemps, mais aujourd'hui, le souvenir de Valentin, comment vous espérez le perpétuer dans l'avenir? J'ai plein de projets dans ma tête. Il faut savoir que déjà, il est perpétué partout. J'ai des jeunes soldats qui partent au Kilimandjaro, qui mettent le drapeau de mon fils en haut. Il y a des synagogues où il y a eu des hommages pour le mien et pour d'autres. En fait, il y a des hommages tout le temps ici. Tout le temps. Et moi, j'ai prévu de créer très certainement une association. Est-ce que ce sera pour des soldats? Est-ce que ce sera pour des enfants orphelins? J'ai plein d'idées dans ma tête. Il me faut du temps encore. Et cette douleur qui est là, et ça va venir, ça va se faire. Il vous faut du temps, mais la force, on le voit à travers ce témoignage, vous l'avez, et on est admiratif de voir à quel point vous avez cette force, ce courage face à cette épreuve terrible, cette volonté de perpétuer le souvenir de votre fils, de faire en sorte que on continue à parler de Valentin Guénassia Zichrono Livracha. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. C'était pour lui rendre hommage d'une certaine manière. Après avoir longtemps parlé des otages, il faut peut-être revenir après 2 ans de guerre au souvenir de ceux qui sont tombés, et en particulier, bien sûr, puisque nous sommes une radio francophone, des francophones qui sont tombés au combat. Valentin était l'un d'eux, et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir partagé vos sentiments de manière très intime ce matin sur Radio Kalita. Merci et Be'atzlacha, bonne chance Geneviève pour la suite. Merci beaucoup.